Au Moyen-Âge européen, les châteaux dominaient non seulement la guerre, mais aussi la société elle-même. Les forteresses sont aussi anciennes que la guerre, mais le château médiéval était unique. Un refuge en temps de conflit et une projection de forces militaires, une résidence seigneuriale et un symbole de pouvoir, un centre de justice et de gouvernement. Aujourd'hui, on trouve des ruines de châteaux de la côte atlantique aux collines de Syrie. Des vestiges dramatiques et poignants d'un monde féodal perdu. Il n'existait pas de plan unique pour un château. Chacun était unique. Mais en analysant les principales tendances sur 4 siècles, Histoire épique est fière de présenter son guide pour construire le château parfait. La France du IXe siècle, le berceau de la féodalité. C'était une époque où l'autorité royale était en crise. Les rois francs, héritiers de Charlemagne, cherchaient à contrôler les nobles indisciplinés et combattaient les armées vikings. De plus en plus souvent, le roi accordait un morceau de terre appelé fief et la promesse de protection à un seigneur. Le seigneur devenait le vassal du roi, prêtait serment de loyauté et fournissait un service militaire si nécessaire. Ces seigneurs féodaux commencèrent à construire des bases fortifiées à travers le pays, à partir d'où ils pouvaient vivre et imposer leur autorité sur leur nouveau domaine. Il s'agissait des premiers châteaux médiévaux. Lors de la construction d'un nouveau château, la première et la plus importante considération est l'emplacement. Un château doit dominer le paysage, avec un grand champ de vision dans toutes les directions. Les collines sont donc idéales. Les pentes raides et les méandres des rivières peuvent être utilisés pour limiter les voies d'accès, ce qui rend le site plus facile à défendre. Et pour les travaux de construction, une source locale de pierre, de bois et de terre est essentielle, car le transport de ces matériaux sur les routes médiévales est plus coûteux que les matériaux eux-mêmes. Il doit également y avoir une source locale sûre d'eau douce et de nourriture pour subvenir aux besoins des occupants du château. Un bon point de départ est la motte castrale, populaire auprès des Normands, qui en construisirent des centaines à travers l'Angleterre et le pays de Galles pendant la conquête normande. La motte est un monticule, naturel ou artificiel, comme on le voit ici dans la tapisserie de Bayeux. Mais ce n'est pas seulement un tas de boue. Ces bandes colorées sont censées représenter des couches alternées de pierre et d'argile, ce qui augmentera la stabilité. Parfois, ils utilisaient même les fondations en pierre ou en bois. Une motte typique mesure 8 mètres de haut et jusqu'à 50 mètres de large. Son sommet peut être défendu par une simple palissade de bois et une tour, où réside le seigneur et son entourage. C'est aussi le dernier refuge en cas d'attaque. Un fossé en terre et une palissade enferment la cour, pour protéger les bâtiments importants, comme une salle, des écuries, une cuisine, des magasins et une forge. Les palissades en bois sont vulnérables au feu et à la pourriture. Il est donc préférable de les remplacer dès que possible par un mur d'enceinte en pierre, appelé murido. Cela crée l'enceinte, ou le rempart défensif principal. Un murido doit avoir des crénelages pour protéger les soldats de la garnison pendant une attaque, lorsqu'ils tirent à l'arc ou à l'arbalète sur l'ennemi. Une poterne dissimulée ou porte de sortie peut être utilisée pendant un siège pour faire entrer et sortir des messages du château ou pour lancer des attaques surprises sur l'ennemi. Dans certaines régions de France, comme l'Anjou et le Poitou, les bâtisseurs de châteaux ne prirent pas la méthode de la motte castrale en compte.
Ils construisirent de solides tours en pierre. En français, on l'appelle le donjon. En Angleterre, on l'appelle The Keep. Un donjon offre une meilleure sécurité et un meilleur hébergement qu'une tour en bois. Mais si vous essayez d'en construire un au-dessus d'une motte, son poids le fera s'effondrer. Certains optent pour un compromis, un donjon coquille, et remplacent sa palissade en bois par un mur de pierre circulaire. Mais un donjon vraiment imposant devra être construit sur des fondations soigneusement préparées. Un donjon en pierre typique des premiers temps est rectangulaire, haut de 2 à 4 étages, avec des murs jusqu'à 6 mètres d'épaisseur. La construction peut prendre jusqu'à 10 ans et coûter une fortune, donc les grands donjons ne sont construits que par les monarques et les nobles puissants. Les plus grands donjons sont dotés de tours à chaque angle. À l'intérieur, on trouve une salle pour les repas et les divertissements, des appartements privés, une chapelle et des réserves. Un avant-corps crée une entrée impressionnante et bien gardée, qui doit se trouver au niveau du premier étage, accessible par un escalier en bois qui peut être retiré en cas d'attaque. Si le donjon dispose d'une cave, c'est un endroit idéal pour stocker des provisions supplémentaires, et non pour y enchaîner des prisonniers, comme on pourrait l'imaginer. Les premiers donjons sont carrés ou rectangulaires, mais plus tard, ils sont faits en de nombreuses formes et tailles. Le roi Philippe Auguste de France aimait particulièrement les donjons circulaires. Le plus impressionnant de tous est peut-être le Castel del Monte, dans le sud de l'Italie, construit par l'empereur Frédéric II. Sa structure polygonale élaborée nous rappelle que le château parfait doit être à la fois élégant et redoutable. Le mur d'enceinte doit être renforcé par des tours de flanc à intervalles réguliers. Ces tours se projettent vers l'avant du mur, de sorte que les archers puissent tirer sur les ennemis en enfilade. Autrement dit, les attaquants seront pris pour cible depuis le mur devant eux, ainsi que depuis les tours à droite et à gauche. Les tours carrées offrent de grands espaces supplémentaires pour les locaux d'habitation et le stockage, mais leurs angles sont un point faible et peuvent être ciblés par l'artillerie ennemie lançant des pierres, comme un trébuchet. Les tours rondes sont donc sans doute une meilleure option. Le choix est souvent une question de goût, de mode et ou de coût. Les tours carrées, les tours rondes et les tours en forme de dé étaient toutes courantes en Europe et de nombreux châteaux présentent un mélange de types. Dans certains endroits, il était possible de réduire les coûts en réutilisant d'anciens forts romains, comme à Pévenset et à Portchester, sur la côte sud de l'Angleterre. Ici, les Normands ont simplement construit un donjon en pierre dans les murs d'un ancien fort romain sur la côte, économisant ainsi du temps, du travail et de l'argent. Les meurtrières sont des ajouts importants pour toute tour ou section de mur. Les premières versions sont de simples fentes verticales, mais à partir du XIVe siècle, des formes de croix plus décoratives sont courantes. En cas de siège, des palissades en bois, parfois appelées ouvrages en bractée, peuvent être construites au-dessus des murs pour permettre à la garnison de faire pleuvoir de l'eau bouillante et des pierres sur l'ennemi attaquant. L'objectif évident d'une attaque est la porte principale du château. Ces défenses, organisées autour de la porterie, doivent donc être particulièrement solides. La solution idéale est d'ajouter des tours de chaque côté de la porte, d'ajouter une porte extérieure et une porte intérieure.
et au moins une, voire plusieurs herses. Ces portes métalliques en treillis peuvent être abaissées verticalement pour piéger les attaquants dans une zone de feu croisé. La garnison peut ensuite utiliser des trous meurtriers dans le plafond et les murs pour achever les intrus. La porte principale peut être davantage protégée par un pont-levis au-dessus d'un fossé extérieur, qui peut être levé par des chaînes à l'approche d'un ennemi. Au cours du Moyen-Âge, les porteries sont devenues de plus en plus puissantes, avec de multiples ponts-levis, portes et herses. L'approche couverte par des tours imposantes, et chaque mur et plafond parsemés de meurtrières et de trous meurtriers. Certaines des porteries les plus impressionnantes se trouvent dans les châteaux construits par Édouard Ier pour soumettre le pays de Galles à la fin du XIIIe siècle. Des remparts imposants ont commencé à rendre superflu un donjon massif, si bien que beaucoup de ces châteaux ont été construits sans aucun donjon. Notre château est désormais une imposante forteresse, capable de résister à un siège de plusieurs mois s'il est correctement approvisionné. Mais pour être considéré comme vraiment épique, un château doit avoir une deuxième courtine, enfermant une cour extérieure, avec ses propres tours et sa porterie. Les guérites doivent être positionnées à des angles par rapport à la voie d'approche, de sorte que tout attaquant doit se tordre et se retourner plutôt que de se précipiter directement sur la porte. Les tours et les murs doivent désormais comporter des mâchicoulis en pierre pour lancer des pierres sur l'ennemi, bien plus sophistiqués que des palissades temporaires en bois. La nouvelle cour extérieure permet d'intégrer davantage de bâtiments dans les défenses du château. Sans oublier qu'un château médiéval est autant une résidence qu'une fortification. Peut-être une salle plus grande pour divertir votre maison et vos invités importants. Des jardins potagers et des locaux d'habitation supplémentaires. Le fossé extérieur ou douve peut être inondé d'eau pour créer une couche de défense supplémentaire. Un fossé d'eau a également une valeur décorative et peut être une source de poissons frais. Un dernier élément décoratif, une barbacane. Il s'agit d'une fortification périphérique qui ajoute une couche de défense supplémentaire à l'entrée principale. C'est aujourd'hui un bel et formidable exemple de château concentrique. Sa conception obligera tout attaquant à surmonter des couches successives de défense solides pour atteindre le refuge final, le donjon. S'il était correctement garni et approvisionné, un château comme celui-ci était pratiquement imprenable jusqu'à l'âge de la poudre à canon. Comme nous l'avons vu, il n'existait pas de plan unique pour le château médiéval. Chacun a été construit pour tirer parti du paysage, pour intégrer les dernières idées militaires et pour refléter les styles régionaux et les goûts personnels. Les exemples les plus impressionnants de l'âge d'or du château comprennent le Krag des Chevaliers, la forteresse des Croisés, des Chevaliers hospitaliers, censés être imprenables. Le château de Douvres, connu comme la clé de l'Angleterre. Et le château de Malbork, le gigantesque quartier général en briques des chevaliers teutoniques. Au XVe siècle, le rôle du château était en déclin rapide, en partie à cause de l'essor des armes à poudre, comme le canon, mais plus fondamentalement parce que le monde féodal qui avait donné naissance au château s'était effondré pour être remplacé par des armées professionnalisées et une autorité royale centralisée. L'ère des puissants seigneurs féodaux prenant fin, celle du château prit fin également. La plupart finiront par sombrer dans la ruine. Leur rôle militaire remplacé par des forts d'artillerie, leur rôle résidentiel remplacé par des palais et des demeures seigneuriales. L'âge des châteaux médiévaux cédait la place à l'âge des châteaux de la Renaissance.
Merci également à tous nos supporters Patreon pour avoir rendu Histoire épique possible. Visitez notre page Patreon pour découvrir comment vous pouvez soutenir la chaîne, obtenir un accès anticipé sans publicité et aider à choisir les sujets futurs. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Instagram ou X pour du contenu supplémentaire et des mises à jour régulières.